de la République islamique d'Iran. Nous allons maintenant entendre une allocution de son Excellence José Raúl Mulino Quintero, le président de la République du Panama, et je prie le protocole de bien vouloir l'accompagner jusqu'à la tribune afin qu'il s'adresse à l'Assemblée. Muy buenos días. Excellences, Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les délégués, au nom du peuple panaméen, je souhaiterais vous présenter... Donc, au nom du peuple panaméen, je souhaiterais m'adresser à vous à l'occasion de ce 80e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies qui continue d'être une lueur d'espoir, un phare pour la paix, la coopération et le progrès. Depuis San Francisco, en 1945, le Panama s'est engagé. Nous sommes engagés en faveur de la paix, de la sécurité, en faveur du développement durable et des droits humains. Au cours de ces 8 dernières décennies, mon pays a misé pour la diplomatie multilatérale. Nous avons fait du droit international public l'axe central de notre politique étrangère. L'initiative ONU 80 a été présentée par le secrétaire général Antonio Guterres. Cette initiative doit nous permettre de réfléchir au passé. Cela doit nous permettre de réfléchir à la façon dont nous pouvons combattre les menaces du présent, afin de bâtir un avenir plus équitable. Nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons renforcer le multilatéralisme afin de relever les défis mondiaux, afin de résoudre les crises. Le multilatéralisme doit nous permettre d'atténuer les asymétries entre les nations. À cet égard, je souhaiterais souligner que le multilatéralisme a aidé mon pays. Cela a permis à mon pays d'être retiré de listes sur lesquelles nous avions été placés par l'Union européenne et le GAFI. Car le fait est que cela n'avait aucun sens pour le Panama de siéger au sein du Conseil de sécurité et en même temps de figurer sur des listes discriminatoires aux côtés de pays qui promeuvent le terrorisme. Nous devons veiller à ce que le Conseil de sécurité soit plus efficace, par le biais d'une réforme. L'Assemblée générale doit également être plus représentative. Les agences spécialisées de l'ONU doivent être plus inclusives. Et surtout, nous devons réduire la bureaucratie. À l'instar d'autres pays, nous pensons qu'il faut renforcer la représentation de l'Amérique latine et des Caraïbes au sein des organes de prise de décision. Le moment est venu de réformer l'architecture de la gouvernance multilatérale. Notre région est la principale région exportatrice de denrées alimentaires au monde. Par ailleurs, dans notre région se trouve un canal, le canal qui relie l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Par ailleurs, dans notre région se trouve plus de 50% de la biodiversité du monde. Nous avons beaucoup de minerais, nous avons de grandes réserves aquifères. Nous vivons en paix avec ces ressources et nous luttons pour leur préservation. Voilà pourquoi nous sommes un acteur de premier plan à l'échelle internationale. Et par conséquent, nous devons avoir une représentation conforme au rôle que nous jouons. Il est essentiel de reconnaître que la raison d'être de l'ONU est d'éviter une guerre internationale, une guerre mondiale. Mais l'ONU doit également relever d'autres défis. L'ONU doit notamment prendre des mesures pour contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable, et elle doit le faire urgemment. Le monde fait aujourd'hui face à 3 crises, des crises dévastatrices. La crise climatique, la crise de la pollution et la perte de biodiversité. Et par ailleurs, sur la scène internationale, nous assistons
à une fragmentation. Nous devons répondre rapidement à cette crise avec solidarité. Le Panama a récemment présenté le Nature Pledge, notre engagement avec la nature. Il s'agit d'une nouvelle façon de comprendre la politique environnementale et climatique. L'objectif est de mettre en commun toutes nos obligations relatives au climat, à la biodiversité et à l'aménagement des sols. À cet égard, le Panama s'engage à réduire ses émissions à l'horizon 2035. Le Panama est un pays avec un bilan carbone négatif, mais nous pensons qu'il est toujours possible d'aller encore plus loin sur la voie de la durabilité, et ce, dans l'intérêt des générations futures. Voilà pourquoi nous allons restaurer 100 000 hectares d'écosystèmes prioritaires, notamment les mangroves et les bassins versants, car nous estimons que la nature, c'est la meilleure façon de se défendre face au changement climatique. Le Panama fait confiance à une ONU rénovée, réformée, une ONU qui doit renforcer la sécurité numérique, qui doit promouvoir la coopération internationale sur la base de critères éthiques et de façon inclusive. Il faut accompagner les pays dans leur transition énergétique juste et il faut défendre la liberté d'expression. À cet égard, nous réitérons notre engagement en faveur de la liberté et de la démocratie dans notre région. Notre région souffre d'instabilité. En effet, d'aucuns ne respectent pas la volonté populaire telle qu'elle s'exprime dans les urnes. Certains ne permettent tout simplement pas la tenue d'élections libres et transparentes. Nous souhaitons que l'ONU soit à même de prévenir les conflits avant que ceux-ci ne surviennent. L'ONU doit agir rapidement lorsqu'il y a des urgences humanitaires. L'ONU doit mieux coordonner l'action de ses agences à l'échelle... L'ONU doit mieux coordonner le travail de ses agences sur le terrain. Et il faut accroître la représentation de la diversité au sein de cette organisation. Le Panama a proposé d'accueillir les bureaux de l'ONU, un certain nombre de bureaux de l'ONU, dans le cadre de la réforme initiative ONU 80. Nous souhaiterions également aujourd'hui exprimer notre solidarité à l'endroit du peuple japonais. Le fait est que cela fera bientôt 23 ans que la Corée du Nord a reconnu avoir enlevé au moins 17 ressortissants japonais. Il est essentiel que la vérité soit révélée au grand jour pour éviter que cela ne se reproduise. Le Japon mérite la justice. Excellences, Mesdames et Messieurs, je saisis cette occasion afin de rappeler que cela fait 25 ans que le canal est passé sous autorité panaméenne. En effet, le 31 décembre 1999, la République du Panama a assumé la responsabilité, le contrôle du canal de Panama, conformément au traité du canal de Panama Torrijos-Carter et conformément au traité sur la neutralité permanente, deux traités qui datent de 1977. Depuis la signature de ces deux traités, nous avons contribué au développement économique du Panama et nous avons géré le canal pour le bien de la navigation internationale. Nous avons utilisé nos propres ressources pour élargir le canal pour pouvoir permettre le passage de navires de plus grand tonnage. Et aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin. En effet, nous travaillons avec l'autorité du canal de Panama. Nous sommes en train de développer le réservoir du fleuve Indio. C'est un projet ambitieux qui vise à garantir l'approvisionnement en eau pour la population du Panama et garantir également l'approvisionnement en eau pour le canal, pour éviter que les épisodes de sécheresse dont nous souffrons au Panama aient une incidence sur le bon fonctionnement du canal de Panama. Le canal de Panama contribue au bon fonctionnement de 180 routes maritimes. 140 pays en bénéficient. Par le canal de Panama passe 4% du commerce mondial. Et nous avons un engagement, garantir l'efficacité du fonctionnement du canal et ce pour le bien de la logistique internationale. Je souhaiterais devant vous réitérer une fois encore notre engagement indéfectible en faveur du régime de gestion du canal qui a été créé, qui a été établi par ce traité. Il faut garantir la neutralité permanente. Et un certain nombre d'États, d'ailleurs, se sont ralliés à ce protocole.
La neutralité du canal, c'est la meilleure façon de protéger la sécurité du canal de Panama. Le canal de Panama est un bien commun mondial. Le canal de Panama doit rester neutre, il doit être ouvert au monde, il doit faciliter un commerce international plus intégré. Le canal de Panama continuera d'être panaméen. Comme vous le savez, le Panama siège actuellement au Conseil de sécurité avec un mandat qui court de 2025 à 2026. Au mois d'août dernier, nous avons assumé la présidence du Conseil de sécurité. Et nous savons que c'est une responsabilité. Il est essentiel que le Panama s'exprime en faveur de la paix, en faveur de l'égalité souveraine des États, en faveur de la justice, du droit international et en faveur du respect des accords noués entre les pays. Nous avons également souligné l'importance de la sécurité maritime. C'est une priorité du Panama dans le cadre de notre mandat au Conseil de sécurité. Le fait est que l'identité panaméenne est intimement liée au transport maritime. Au fil des siècles, nous avons renforcé notre rôle en tant qu'acteur clé de la navigation et du commerce international. La piraterie, le trafic d'armes, le trafic de drogue, la pêche illégale, voilà autant de phénomènes qui ont une incidence sur le commerce et sur le transport maritime mondial. Nous sommes un pays de transit, nous sommes un centre logistique à l'échelle du continent. Nous devons renforcer la coopération entre les agences spécialisées. Nous devons créer un réseau régional pour promouvoir la sécurité maritime. Il est essentiel que cela s'inscrive dans le cadre de la gouvernance océanique et il faut que tout cela se fasse conformément au droit international. Je souhaiterais devant cette Assemblée réitérer que l'organisation doit atténuer l'impact des migrations illégales auxquelles contribuent des organisations qui sont directement ou indirectement liées au trafic de drogue. En ce qui concerne la région du Darién, qui est une région limitrophe avec la Colombie, eh bien, pendant des années, des millions de personnes ont franchi la frontière. Mais depuis ma prise de fonction, en l'espace d'un an, nous avons réduit à zéro le passage des migrants vers le nord. Donc nous avons réussi à résoudre cette crise. Nous avons honoré notre promesse, nous avons fermé les points de passage illégaux dans la région du Darién, dans le sud du Panama. Il y avait des conséquences humanitaires et environnementales extrêmes. Les femmes, les enfants étaient victimes d'abus. Par ailleurs, cette zone, qui présente l'une des plus fortes biodiversités au monde, était polluée. Et tout cela a créé beaucoup de souffrance pour les personnes qui ont souffert de la situation. Et aujourd'hui, il y a des flux migratoires du nord vers le sud, à plus petite échelle. Nous réitérons notre engagement en faveur des routes migratoires légales pour permettre à ces migrants de rentrer chez eux. Donc nous avons réussi à résoudre ce problème migratoire, mais nous ne nous sommes pas attaqués aux causes sous-jacentes de cette émigration de masse. Notre pays a donc réglé ce problème dans notre pays, mais nous pensons qu'il faut trouver des réponses concrètes dans d'autres cas, notamment le cas de la frontière entre Haïti et la République dominicaine, où il y a une migration incontrôlée qui a un impact pour toute la région. Il est essentiel de trouver des solutions claires pour résoudre la crise en Haïti et pour garantir le contrôle efficace des flux migratoires. Nous souffrons également de la recrudescence d'une activité illégale, le trafic de drogue. Le trafic de drogue menace la vie des personnes et c'est également une source d'instabilité dans toute la région, et ce, en raison des cartels de drogue qui opèrent dans la région. Simplement pour vous donner un ordre de grandeur, depuis le début de l'année, au Panama, nous avons saisi près de 150 tonnes de cocaïne et d'autres drogues. C'est historique et c'est extrêmement préoccupant. Voilà pourquoi nous devons redoubler d'efforts. Nous avons besoin de promouvoir la coopération. Nous devons mobiliser plus de ressources pour se livrer à cette lutte, et cela doit être une cause commune entre toutes les nations du monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous allons bientôt fêter le bicentenaire du congrès organisé au Panama par notre libérateur Simón Bolívar. L'objectif de Simón Bolívar, c'était de créer un système international qui repose sur la coopération pour bénéficier à tous les peuples. Nous espérons que ce bicentenaire donnera un nouvel élan à la coopération internationale.
Cette coopération doit respecter la souveraineté, la paix, la coexistence pacifique. Cela doit guider notre travail ici à l'ONU et au sein des autres enceintes internationales. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans cette enceinte qui promeut la paix mondiale, la coopération internationale, je souhaiterais réitérer la conviction du peuple panaméen dans le système des Nations Unies. En temps de crise, lorsque soufflent les vents de l'unilatéralisme, de la polarisation, de la fragmentation, le Panama fera entendre sa voix en défense du multilatéralisme. Nous continuerons à participer activement aux Nations Unies. Nous défendrons le droit international et nous n'aurons de cesse de promouvoir la paix mondiale. Car, comme le dit le thème de cette session, nous sommes meilleurs ensemble. Et lorsque nous conjuguons nos efforts, eh bien nous pouvons bâtir un avenir plus équitable et plus humain pour tous. Merci beaucoup. C'est pas très. Merci beaucoup. Au nom de l'Assemblée, je remercie le président du Panama,